regarde des entrepreneurs aujourd'hui, ils vont à l'église. Ils ne parlent jamais de leur projet là-bas. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier épisode de Racine à réussir. Votre émission produite par le Média BA, un média 100% africain, 100% vision et 100% inspiration. Je m'appelle Emmanuel. Je m'appelle Ange et dans cette émission, chaque mois, on vous emmènera à la rencontre de ces personnes qui, partout à travers le continent, investissent les industries du divertissement, de la tech, de l'agroalimentaire et de l'artisanat. De Racine à réussite est une émission qui se veut facile à comprendre et pleine de bonne humeur pour fournir à toutes et à tous des clés et des méthodes concrètes pour créer des entreprises pérennes et rentables sur le continent en tant que jeunes. Nos invités vous partageront leurs procédés de l'idéation au lancement, à la recherche de financement et bien plus encore. Installez-vous confortablement. Générique. Pour cet épisode de lancement, nous sommes ravis de vous savoir avec nous pour accueillir Richement Kofi, un entrepreneur ivoirien qui œuvre dans le secteur de l'artisanat. On ne vous en dit pas plus et on vous laisse avec ce court extrait. La nuit est tombée sur Abidjan. Des invités de marque sont réunis autour d'un créateur, Richement Kofi. Il n'est pas peintre ni designer, mais parfumeur. Ce soir, il présente sa première gamme de parfums. Adepte de belles fragrances et de bonnes senteurs, je vous présente le voyage, l'exode. L'exode, pour moi, c'est l'évasion. La quête de terre nouvelle. Je dirais là où coule le miel et le lait. Oui, l'exode, c'est un parfum séducteur qui n'est pas genré, qui se porte sur la femme, tout comme sur l'homme. 6 parfums différents, aux noms parfois très abstraits, s'offrent aux invités. Il est magnifique. C'est-à-dire que vous plongez dans un composé de résidus, de résine, Il est inoubliable. Voilà. Vous nous entendez bien ? Très bien. Parfait. Enchanté. On est ravis de vous avoir. On est très heureux de pouvoir échanger avec vous ce soir. La discussion va se diviser en 4 étapes. Donc je te laisse peut-être parler des 4 étapes pour que vous ayez la visibilité. Alors, il y a racine d'enfance. Donc là, on va un peu revenir sur le contexte dans lequel vous avez grandi. Après, il y a la deuxième section qui est graines d'idées. Le but, c'est de voir comment tout d'un coup vous avez dit, ok, le parfum, il y a un marché. Ensuite, nous avons l'enracinement. Et donc, le but là, c'était vraiment de voir comment vous vous êtes installé dans le milieu, comment vous avez fait vos marques, comment vous avez surmonté certaines difficultés, tous ces aspects-là. Oui, il y a beaucoup de choses à raconter là-dessus. Et il y aura une petite pause avec une petite question. Et nous allons finir par à l'ombre du succès que je peux te laisser. C'est un moment où vous êtes aujourd'hui installé. Comment est-ce que vous regardez le paysage autour de vous, entrepreneurial, local, dans votre domaine, à l'international? Est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon, c'est super. Parfait. Pour ceux et celles qui n'ont pas le plaisir de vous connaître, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Bien, merci. Merci déjà de me recevoir dans votre studio, en live. Je suis Richement Kofi, créateur parfumeur. Eh bien, vous avez bien fait de préciser que je fais dans l'artisanat parce que tout à fait, le métier de parfum s'inscrit totalement dans l'artisanat avec tous les produits dérivés qui sortent carrément de nos créations, que ce soit des parfums d'ambiance et également des parfums accessoires de beauté. Et pour couronner la boucle, je suis lauréat au prix d'excellence 2024 en Côte d'Ivoire. D'accord. Félicitations. Félicitations pour ça. Merci. Moi, j'ai envie de creuser un petit peu du côté de votre enfance pour savoir un peu dans quel cadre vous avez grandi. Quels ont été un peu vos premiers pas, disons, dans le monde, à l'école et ce genre de sujet-là? Bien, c'est toute une histoire. Hein. Déjà, j'ai grandi dans une famille modeste avec un père comptable de classification. Et ma mère était commerçante qui vendait des alocos, attiéké, poissons. Je suis né à Yopougon. Yopougon, c'est dans une commune d'Abidjan. Voilà, en classe de CE2, mon père a connu beaucoup de difficultés dans son travail. Avec beaucoup de difficultés, on a dû se retrouver au village. C'était à Boaké, précisément à Djebonois.
et les choses se passent bien. Donc, en fin de compte, je me retrouve à être affecté à Divo, là où je continue mes classes de collège. Quand je suis allé à Divo, je suis avec ma mère parce que ma mère s'est installée carrément à Divo. Et je suis resté avec elle. Je faisais aussi des petits boulots. Hein. En partant à l'école, je gérais des salles de jeux vidéo club. Je donnais des cours à domicile pour des élèves de CM1, CM2 et aussi des cours à domicile, enfin, des cours de renforcement à mes camarades de la classe de 3e. Et c'était payant en plus, des cours de mathématiques. Et là, vous avez quel âge? Là, à ce moment, j'avais autour de 15 ans. À 15 ans, vous étiez OK. C'est très impressionnant. C'est très tôt, du coup, vous avez eu cette vision de gérer plusieurs choses à la fois et de vous battre, comme on dit chez nous, pour avoir la tête hors de l'eau. Très bien. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Et par la suite, avec de meilleurs résultats, je me retrouve au lycée classique d'Abidjan, au lycée. Et c'est là que l'entrepreneuriat a démarré parce que en classe de première déjà, je monte ma première entreprise qui s'appelle Autoscoop 24. Ça, c'était en classe de première avec autorisation parentale. J'ai une petite question sur ce point, c'est que vous avez dit tantôt que votre mère était du coup vendeuse, donc cette volonté de vous lancer dans l'entrepreneuriat, a été très bien accueillie par vos parents. Non, en fait, ça, c'est contre leur volonté, hein, parce que de toute façon, mon père et ma mère étaient séparés. Hein. Donc, à Abidjan, j'étais pas chez mes parents, j'étais plutôt chez une cousine que je salue au passage, qui est en ce moment à Paris. Elle s'appelle Nicaise, elle était tellement bienveillante. Elle s'intéressait pas vraiment à tout ça, dans la mesure où elle était très occupée elle-même entrepreneur aussi, puisque elle était styliste. Donc, elle faisait des tenues de haute couture pour des personnalités. Donc, entre ses clients et les affaires à la maison, c'était autre chose. D'accord. Très bien. Donc, vous êtes arrivé au lycée à Abidjan. Vous avez lancé votre première entreprise. Quel était son objectif? Mais d'abord, avant de lancer l'entreprise, il y a eu beaucoup de challenges à surmonter parce que quand on commence à monter une entreprise, il y a beaucoup de défis à lever. En plus des cours à suivre et des devoirs, ça m'a coûté 1 année au bac en terminale. Mais je me suis pas découragé. J'ai poursuivi toujours mon rêve d'entrepreneuriat. Et j'ai repassé le bac avec succès cette fois-ci. Et j'ai démarré mes premiers pas dans les ventes de vêtements. C'était des débardeurs. J'achetais à Djamé. Et ensuite, je les revendais à Koumassi parce que la zone de Koumassi contrôlait carrément toute la zone de vente de véhicules d'occasion. Donc là, il y avait beaucoup de gens il y avait beaucoup de manipulation d'argent, on va dire. Donc, les vendeurs de voitures, entre les clients également qui venaient acheter des voitures, se procuraient de mes débardeurs que j'achetais, je crois, autour de 10 000 francs la douzaine et je vendais à 24 000 francs. Si on s'arrête sur ce point, c'est que donc, du coup, il y a toujours cette notion de rentabilité. C'est qu'est-ce qui a un peu nourri cet œil entrepreneurial pour vous dire il faut que je sois rentable, il faut que je puisse mettre de côté? C'était naturel. Voilà. Est-ce que vous avez des modèles de réussite peut-être? Non, à ce moment, on parlait pas de modèle de réussite, il fallait juste en sortir. Donc, je pense que je lance l'activité. Pour moi, c'était un moyen pour moi de trouver de quoi manger convenablement. Et quand je partais à l'école, c'était pas donné. Mais vous ne vous disiez pas demain, je veux rendre ça en une grande entreprise qui emploie plusieurs personnes, etc. Exactement. Non, au départ, j'avais pas cette vision de rendre ça grand parce que j'aspirais à d'autres choses de base. Mais j'ai commencé à prendre goût tout de suite. Et j'avais plus la conscience de réfléchir à un jour travailler pour qui que ce soit. Parce que je me sentais vraiment à l'aise dans l'entrepreneuriat. Comme j'ai toujours voulu faire les choses formellement, donc tout de suite, quand je me suis lancé, j'ai pas tardé à me faire un registre de commerce. Ah, ok, très bien. Oui, c'est-à-dire qu'avant, on était bien excité. Hein, quand tu crées une entreprise, tu fais une carte de visite et tu marques dessus DG. Voilà. Mon petit DG à moi. Et je partais à l'école. Ça faisait vraiment plaisir. Mais c'est sûr que vous allez péter une goupille peut-être parce que j'étais avec un ami. On était en 2e année d'université ensemble. Bon, j'avais déjà une entreprise qui avait pris une autre forme, une autre dimension parce que là, j'étais maintenant dans les transferts d'argent. J'avais une agence
complètement avec des employés de plus de 40 ans, des employés, j'avais une vigile, j'avais une voiture, sinon 2 voitures. Et mon ami en question, à l'école, quand on a fini le BTS, il cherchait un endroit pour soutenir son stage. J'ai dit, mais viens ici. J'ai encore son CV. Hein. J'ai encore son CV parce que récemment, je fouillais dans mes affaires et j'ai vu sa lettre de motivation, son CV avec son attestation de... Mais franchement, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, attends, je vais faire un post ces derniers temps pour faire un récit de tout ça. Et ça tombe bien, il est en France aujourd'hui, il travaille chez Airbus. Quand on était encore au lycée, il y avait ce petit problème de complexe pour nous qui venons de l'intérieur du pays. Oui. Parce que quand les gens sont à Abidjan, ils traitent l'intérieur du village. Et quand c'est comme ça, les gens à Abidjan marchent entre eux. Bon, ils avaient les petits chichis. Moi, l'astuce que j'ai trouvée pour me faire des contacts, et sinon pour être bien dans l'environnement, c'était le parfum. Okay. Et Dieu faisant, je vivais à Makori. Et à Makori, il y a un grand centre commercial. Et dans ce grand centre commercial, il y a une chaîne de distribution qui fait du parfum. Donc, je partais là-bas tout le temps me parfumer. Avant de sortir, okay. Ensuite, quand je vais à l'école, j'arrive comme ça, les filles, les gars, même les professeurs, hein, ils arrivent, ah, mais toi, tu sens toujours bon, c'est bien ça. Et les filles disent, moi, j'aime les garçons qui sentent bon, ils sont propres, moi, j'aime ça. Donc, j'ai commencé à me faire des amis très rapidement. Puis après, j'ai monté une entreprise de nettoyage. D'accord. Donc, dans l'entreprise de nettoyage, je faisais beaucoup de traitements de mobilier. Je rentrais dans pas mal de domiciles. C'est là, maintenant, le parfum, ça commence. Parce que plus on nettoie des espaces, on est amené à diffuser du parfum d'ambiance pour garder cet endroit propre, avec une belle senteur quand même, quand le client il vient récupérer son chantier. Exactement. Donc, c'est là, en fait. C'est là que j'ai compris qu'il fallait vraiment exploiter ce terrain-là. Donc, j'ai commencé par acheter d'abord des produits d'ambiance, des parfums d'ambiance. Donc, à chaque chantier, j'appliquais. Et après un moment, je trouvais pas les bons produits, forcément. Souvent, quand tu trouvais bon, il est en rupture. Donc, ça m'a poussé à aller chercher plutôt le grossiste, au fait. Voilà. Et quand je cherche sur Internet, je vois que Grasse est la capitale mondiale du parfum. Pour l'instant encore, c'est un gros charabia dans ma tête. Hein. Je prends le billet, je vais à Grasse. Mais à qui est-ce que vous avez confié l'entreprise? Enfin, vous avez dit votre entreprise de nettoyage était toujours active. Vous l'aviez confiée à quelqu'un ou vous aviez employé des gens avant de partir, avant de vous en aller? Non, mais je faisais pas le nettoyage tout seul. Tenez-vous bien, j'ai 45 employés quand même. D'accord. Ah oui, tout de même. Alors ça, c'est un sujet, je pense, qu'on doit aborder, je pense. Donc, entre le moment où vous avez démarré, comment est-ce que vous avez progressivement employé les premières personnes? Est-ce que c'est des gens de votre entourage qui avaient un peu confiance déjà en votre activité, ou il a fallu, enfin, si un jeune aujourd'hui veut recruter la première personne dans son entreprise, dans son projet, comment est-ce qu'il peut s'y prendre? Bien, déjà, il faut pas recruter des amis, il faut pas recruter également de la famille. Moi, j'ai commencé à travailler très jeune avec mon épouse. On a commencé à travailler un peu quand j'avais l'agence, c'est-à-dire le transfert d'argent, où je faisais le transfert d'argent. Vu qu'il y avait beaucoup de manipulations à faire, donc je travaillais avec mon épouse et puis par la suite avec mon ami de classe. D'accord. Mais de longue date. Et qui avait suffisamment de compétences d'argent parce qu'il était le major. Ok. Voilà, il était le major. Donc, on travaillait comme ça, mais quand tu arrives dans l'entreprise de nettoyage, on lance normalement un appel de recrutement et par la suite, on fait un recrutement normal parce qu'on est un responsable des ressources humaines dans l'entreprise. D'accord. Donc moi, je n'interfère pas. Et les seules fois où j'ai fait des recommandations, ça n'a jamais marché. Voilà. Donc, maintenant, là même, je rentre même pas là-dedans. Ok. Tu as les compétences, tu travailles, tu n'as pas de compétences, laisse tomber. D'accord. Donc, confier aux personnes compétentes des choses de leurs compétences. Oui. Ouais, quand je pars, il y a l'administration qui est fonctionnelle, il y a les agents
sur les sites, il y a les agents opérationnels. Je trouve que c'est super intéressant parce que très souvent on parle de zone de génie. C'est savoir déléguer aux autres pour pouvoir se concentrer nous sur son cœur de métier, sur ce qui fait avancer l'entreprise. C'est ce qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir réaliser ce rêve-là qui était de base une grande passion. Entre griffes, j'ai jamais rêvé une seconde à manipuler un jour des parfums parce que on connaît les préjugés là-dessus. Ah non, ça c'est pour les blancs. Ça c'est un truc de, ça c'est un circuit fermé. Ça c'est comme les sectes. Le parfum, non. Et aujourd'hui, je fais partie des rares personnes aujourd'hui à faire des manipulations de fragrances, à poser des parfums sur mesure et à faire toutes les déclinaisons de produits dérivés. C'est une grâce. Voilà, c'est une grâce. Tout simplement. Mais si on n'avait pas ces personnes brillantes autour de nous, c'est sûr que quand je serais là-bas, je serais venu trouver une entreprise écoulée. D'accord, très bien. Et peut-être dans la même veine que la question que j'ai posée, il y a, surtout dans les débuts, parce que notre public, on le rappelle encore, ce sont des jeunes, donc qui peut-être ont des petites pousses d'entreprise ou des choses, mais qui sont relativement dans leur début. Comment est-ce qu'on fait justement pour vérifier les choses ? Je suppose que quand on lance son projet et qu'on s'associe à des gens par la suite, il y a un sujet de comment je fais pour être sûr que tout se passe bien de tous les côtés, etc. Est-ce que c'est ce que vous disiez, que vous alliez faire un peu la tournée, ou bien c'est une histoire de confiance finalement, que vous avez confié la tâche à quelqu'un, etc. Comment ça fonctionne ça? C'est parce que de base, il faut développer une certaine expertise de ce qu'on fait. D'accord. Et ça parle de la formation. Vous allez constater qu'à chaque fois que je parle d'un point, il y a une formation qui suit. Avant de faire le nettoyage, j'ai été formé, moi, dans le 91 à Bondouf. D'accord. Donc, quand je viens, je forme tout le monde. Donc, je sais exactement comment tout fonctionne. D'accord, très bien. Ok, très clair. Voilà, mais n'empêche qu'on tombe aussi sur des cancrins. Parce que, petite histoire, hein, voilà, j'ai un ami, pas un ami, il est devenu ami même, un collaborateur. Et le collaborateur, là, vraiment, véritable casse-tête parce que ici, les gens se familiarisent souvent, surtout pour moi, je suis très jeune, jovial. Et puis, bon, avec les employés, c'est limite, il faut qu'on te dise, voici le patron, quoi. Je vois. Donc, j'ai eu cette personne-là qui, au final, est partie, mais de la mauvaise des manières. D'accord. Parce que il a créé beaucoup d'histoires dans l'entreprise. Il a récupéré les agents, il les a montés contre l'entreprise. Semer la zizanie et ensuite s'en aller. Et ensuite, il allait créer une autre entreprise similaire pour concurrencer l'entreprise mère. Et ce qu'il a oublié, c'est que il ne savait pas qu'il y avait mis l'eau dans le coucou. Parce que moi, les machines pour lesquelles je forme des gens et qu'on travaille, ces machines-là, je suis le représentant et distributeur exclusif Afrique subsaharienne. Donc, c'est 14 pays environ. Donc, quand il va lancer sa boîte, il lui faut des machines. Donc, il passe par des intermédiaires pour pouvoir acheter la machine, faire comme moi. Moi, je sais tout ça, mais après, ça reste un client et ça augmente le chiffre d'affaires. Donc, je lui vends les machines, je fais son suivi après vente. Mais c'est vraiment dommage parce qu'on est allé beaucoup plus loin que ce quoi j'espérais. Mais finalement, on est passé de 18 agents à 4 personnes. On a connu des moments très difficiles à cette époque. Puis les gens sont partis et puis c'est des collègues, tu vois, des gens qui travaillent ensemble. Ah non, le patron là, il n'est pas bon, il fait le partage unilatéral, il a de gros marchés, il nous paye tous de la même manière, il fait comme ça. Parce qu'à un moment donné, les employés pensent que tes revenus sont un gain. Ils oublient qu'ils sont payés par mois. Et quand l'entreprise démarrait, toi, tu t'es jamais payé. Si on devait résumer ce point, c'est si vous devez donner 2 conseils pour quelqu'un qui engage sa première personne, quels seraient les conseils clés? Le conseil clé, c'est de rester toujours professionnel. Surtout, de rester toujours professionnel et puis de ne pas mélanger les choses. Parce que souvent, on essaie d'être professionnel en même temps, familier. Et on s'expose. D'avoir vraiment une posture de dirigeant. Partager sa joie avec son collaborateur. Non, son collaborateur n'est pas son associé.
Voilà, les réussites de l'entreprise se partagent entre associés et se communiquent entre employés et patrons. Ok, D'accord. très bien. C'est-à-dire, on plaque les chiffres, on se félicite et entre employés, on prend le champagne, par exemple. Oui. C'est différent. Mais une fois qu'on commence à mélanger les choses, il y a des personnes qui s'oublient très rapidement. On vous remercie pour ce point. Je trouve que c'est toujours intéressant de creuser l'aspect RH. Juste avant de repasser à l'ADN de la création de Richcoff, moi j'ai un point. C'est quand vous transitionnez d'entreprise, est-ce qu'on est sur des fermetures d'entreprise ou on est sur des entreprises qui continuent à vivre dans un certain écosystème? Par exemple, l'agence de transfert d'argent, est-ce qu'elle a été fermée pour lancer l'entreprise de nettoyage? L'agence de transfert d'argent a été fermée parce qu'il y a très longtemps, moi j'ai quitté les émotions. Je suis dans le business maintenant. Okay. Certes, je suis ma passion, mais je suis vraiment dans le business. À un moment donné, il y a eu les mobile money, il y a eu beaucoup de gens qui se sont mis à faire du transfert d'argent. Donc, c'est devenu un fourre-tout où il fallait trouver toutes sortes de prestataires. Tout de suite, moi, j'ai fermé, j'ai vendu mon bac. Ok. Et je me suis concentré sur un autre domaine qui est l'hygiène. Bien avant quand j'ai fermé, je suis allé me former sur le... Donc, je prends le billet, je vais à Grasse. J'assiste à une réunion et il se trouve que tout le monde autour, ce sont des parfumeurs. C'est-à-dire des parfumeurs, des manufactureurs, des gars qui ont des champs de roses, de lavande, de jasmin. En fait, des propriétaires de musées. Et le parrain de l'événement, c'était François Desmachis. François Desmachis, c'est le parfumeur de Dior. Ah! Je vous épargne l'histoire, c'est long, sinon après. Donc, je fais le test DNA amateur. Par la suite, j'ai de très bons résultats, du 10 sur 10, ce qui n'arrive pas souvent. Et je décide de rester et d'apprendre. Donc, j'avais 1 jour de cours, 4 jours de pratique. C'est l'inverse pour les autres. Les autres étudiants, ils avaient 5 jours de cours, et 4 jours de cours, 1 jour de pratique. Moi, je faisais l'inverse parce que j'avais déjà un nez assez entraîné, au fait. Et peut-être juste pour savoir, typiquement si un jeune est dans la même situation que vous, qui voudrait aller se former à l'étranger, vous, est-ce que vous avez parlé de bourse, c'est ça, pour pouvoir faire le passage, ou bien comment est-ce que... Non, moi, je n'ai pas eu de bourse particulière. C'est une bourse un peu spéciale parce que c'est une fondation. D'accord. C'est une fondation qui me prenait en charge. Ok. Mais normalement, il y a le circuit normal, hein. C'est-à-dire, on peut postuler pour une école comme ISICA, 5e Sens. Ce sont des écoles qui existent et qui accueillent tout de même des étudiants. Exactement. Et donc, très bien, donc vous êtes dans le sud de la France, vous êtes en alternance. Et comment ça s'est fait du coup à partir de là? Pour arriver à Richcoff, du coup. Ouais. Les parfums qu'on a aujourd'hui, répertoriés, etc. Et donc, quand je finis, je rentre à Abidjan. Je m'attendais à être accueilli comme ça, comme le prince à New York, quoi. J'arrive, je dis, bon, le parfumeur ivoirien, le premier, ça, c'est sûr que je serai à la présidence le lendemain. J'arrive, mais dis donc, on m'ignore. En fait, le poteau que je tape. Ouais. Donc, je dis, mais attends, bon, c'est pas grave, peut-être les gens ne savent pas, je vais faire un post Facebook pour dire, je suis là quand même. Comment c'est que je suis là? Oui. Donc, je fais, il n'y a personne qui me regarde, on dit, lui, qu'est-ce qu'il raconte? Et vu que j'avais déjà mon entreprise ici qui fonctionnait toujours dans le milieu de l'hygiène et du nettoyage, donc ça allait un peu plus vite parce que j'avais déjà des clients à la base. Donc, mes premières approches, c'était de proposer mes services à ces clients-là. Donc, j'ai commencé à leur proposer des diffuseurs de parfums d'ambiance. C'est beaucoup plus facile que d'aller chercher à convaincre de nouveaux. Donc, ces clients qui me faisaient déjà confiance, vu que je rentre dans quasiment 60% de l'intimité des gens, quand tu nettoies des matelas, tu rentres forcément dans la chambre. Donc, il y a un certain niveau de confiance et un certain niveau de savoir-faire pour te permettre de rentrer dans la chambre de quelqu'un pour faire un service. Et ça a commencé à faire mouche. Petit à petit, aujourd'hui, on a 3000 machines dehors. Autour de 4000 machines environ. 4000 machines dans des foyers, dans des bureaux. Et en fait, je peux vous montrer? Oui, bien sûr. Avec plaisir. Alors, je fournissais ces machines. Ok, très bien. Ce sont des diffuseurs. On a un match démarre.
Il y en a plusieurs modèles, il y a ceci aussi. Vous livrez à l'étranger? Parce que ça a l'air... Bien sûr. Ok. Voilà. Donc, ça, c'est ce que je parlais des machines à approvisionner. On est sur des beaux produits, c'est très beau. Là, on a le parfum. Donc, C'est ton domaine là. Et avec habillage en titane. Ok. Gravure aussi. Et on parle souvent de l'expérience utilisateur, c'est très important. Est-ce que vous êtes fait accompagner pour créer tout ça? Ah non. Ok. Ok. Mais remarquable jusqu'au bout. Non, j'ai Pas de formation pour ça du coup? Non, j'ai compris que des formations, webinaires et autres me révélaient beaucoup moins cher qu'une agence. Ah, donc toujours de la démarche de se former avant de faire. Plus. Ok. Donc, c'est vrai que ça coûte ce que ça coûte, mais en fin de compte, tu es vraiment autonome. Et tu arrives à concevoir même les noms. Les noms de mes parfums, Makeda, Exode, Confusion, Santa Leader, Ceinture Noire, Voyage de l'âme, tout ça c'est vraiment inspiré. Et je pense pas qu'il y ait une seule agence dans le monde entier qui pouvait me faire ressortir ce que j'avais dans la tête. Oui, c'est sûr. C'est clair qu'ils allaient me projeter quelque chose de très intéressant. Oui. Mais est-ce que les manipulations que je fais, l'essence, la congruence que je crée entre le parfum et le nom, est-ce que ce serait réalisable? Mais moi, quand je dis confusion, c'est tout ce choc émotionnel encapsulé dans le flacon que je fais ressortir à travers confusion. Confusion pourquoi? Parce que c'est un parfum ambigu. C'est un parfum chypré qui est rare, qui n'est pas commun, avec des notes résineuses, vertes, des roses, par exemple. Voilà, tu ressors dans un bon bouquet floral et tu descends tout doucement avec une petite transition épicée, c'est chaud. Et le tout dans un beau patchouli avec la myrrhe de Somalie, cette belle résine. Monsieur, non mais c'est incroyable. Et moi un peu, vous voyez, ça m'intéresse parce que c'est un peu quelque part mon cœur de métier, on va dire. Et je tiens à souligner, Fatra, il y a vraiment cette notion du choix du nom du produit, cette réflexion. Et je pense que c'est important de le dire. Penser à apprendre, c'est bien réfléchir sur le nom de vos produits et faire au mieux. Et toujours vous former parce qu'il s'est beaucoup formé. Ok. Et bon, on va faire une petite pause. On a déjà exploré beaucoup de votre parcours et c'est le moment un peu de faire un petit break. On aurait une petite question un peu plus triviale à vous poser. Et ça, je laisse Ange la dévoiler. Ok. Il y a un gros sujet en entrepreneuriat, gestion d'entreprise, c'est la clientèle. Le client est roi, il y a plein d'expressions pour le client. Est-ce que, surtout, vous avez eu un gros problème avec un client? Nous, là, on aimerait un peu la partie Congo Sao. Quel client vraiment, avec qui ça s'est pas bien passé, quoi? J'ai eu beaucoup de cas comme ça. Il y a des domaines d'activité pour moi, le client est le roi. Mais dans mon territoire, dans mon laboratoire ici, il n'y a pas de client qui est roi. Non. Quand je dois faire ton parfum à titre personnel, tu es le roi. Quand je dois faire le parfum pour ton entreprise, tu n'es pas le roi. C'est tes clients qui deviennent le roi. On est parti chez une cliente, on est allé faire un entretien, une cliente importante de la boîte. Et on travaillait chez elle depuis plus de 2 ans. Et un jour, mes agents ont fini de faire le service et puis une semaine après, il y a eu un braquage. Allez. Un braquage chez la cliente. Je vous ai prévenu qu'on rentre dans l'intimité des gens, les fauteuils, matelas, tout ça. Donc, il y a eu le braquage et puis la dame a regardé dans ses caméras et tout. Elle a vu un peu les gars, mais sans toutefois pouvoir identifier leur visage. Et elle a tout de suite pensé que c'était nous, comme on maîtrisait la maison, on est revenu sur nos pas. Et c'est comme ça que la PJ, la police judiciaire, nous attend dans son bâtiment. Elle m'appelle pour venir constater ensemble. En même temps, profiter pour mettre la main sur moi, quoi. Donc quand j'arrive là-bas, il se trouve que moi aussi, je travaillais pour le ministère de la Défense, pour la Gendarmerie nationale, pour le CCDO, pour le ministère de l'Intérieur. En fait, moi, j'ai que des clients comme ça à l'époque. Et quand j'arrive,
Les gens me voient et me disent, ah, le boss, tu fais quoi ici? Le boss, tu fais quoi ici? Il dit, ah, c'est comment les éléments, ça se passe bien, tout et tout. Je me dis, ah ouais, ça me dit quoi? Non, j'ai un truc ici, là. Il dit, ah, d'accord, ça se passe bien. Quand je suis venu voir une dame, là, il dit, quelle dame? Il dit, la dame dit, mais je ne comprends pas. C'est vous, parce que c'est toi, on attendait. Donc, on monte ensemble, on va voir la dame. La dame sort la vidéo, tout. Je dis, mais les gars qui sont sur la caméra, là, je ne les connais pas. Ouais. Parce que moi, tous mes agents ont une tenue brandée comme ça, c'est-à-dire quand tu... Heureusement, encore ça, c'est un petit conseil. Hein. Il faut toujours habiller ses employés qui vont travailler. Oui. Il faut toujours l'enseigne de l'entreprise, c'est important. Et je dis, mais mes employés là, c'est marqué grand comme ça, Richkov, derrière ici. Et Richkov, il porte du gris, pantalon noir. Mais les gars que je vois à l'écran, ils ont porté des habits un peu pêle-mêle dans tous les sens. Ça, c'est pas mes agents. Elle dit, ah, comme c'est eux qui viennent ici souvent, voilà. Donc, on s'est dit que ce sont eux. Mais est-ce que ça, on ne va pas approfondir les recherches, questionner les gens, machin? Il y a l'agent de force de l'ordre qui était là, qui dit à la dame, madame, vous connaissez le monsieur là? Elle dit, oui, elle me connaît. Non, vous ne le connaissez pas. Vous ne le connaissez pas parce que là où il intervient, non, franchement, ces agents ne peuvent pas venir faire ça. Ça dit même le policier, le gendarme qui était là, il pense sur lui de dire que là, c'est pas possible. C'est pas possible, ouais. Mais ça a failli dégénérer, hein. Ça a failli être un gros souci. Nul n'était le fait que on n'ait pas beaucoup. Certes, c'est important les traces qu'on laisse dans l'entrepreneuriat. Plus les années passent, il faut se rassurer que derrière, on n'a pas foutu de problèmes, je pense que je l'ai dit de merde, mais il faut se rassurer qu'on pose les bons pas. Parce que tout ça, ça nous rattrape demain. Alors, supposez-vous qu'il y avait déjà eu des problèmes des antécédents avec ces gens-là. Les gens peuvent dire, ah oui, monsieur, la dernière fois, on a fait les enfermères. Après, peut-être on pourrait s'en sortir naturellement parce qu'on n'est pas coupable de ça. Mais avant qu'on s'en sorte là, ça commence les médias, la presse, les gens des choses, les informations. Après, venir démentir ces informations, c'est un budget. Ouais, c'est ça. Mais c'est déjà fait, la table est déjà posée. Voilà, donc aujourd'hui, se foutre une glace dans son vêtement, c'est pas ce qu'il y a le plus dur. Ça va tirer après avec le savon liquide. Et donc, je te laisse transitionner sur la fin. Alors, la quatrième partie, la fin, s'appelle « À l'ombre de la réussite ». Dans cette dernière partie, on va plutôt aborder la situation actuelle, que ce soit à l'intérieur de votre entreprise ou plutôt au niveau sectoriel. La première question que je voudrais poser, c'est nous, on a envie de donner un discours de preuve aux jeunes. On a envie de leur montrer que concrètement, on peut vivre de ce concret, et aussi nous-mêmes qui sommes allés à l'étranger faire nos études, que quelque part il ne faut pas juste croire en l'étranger mais aussi en soi-même. Donc est-ce qu'aujourd'hui concrètement vous vivez de ce que vous faites, et du coup derrière d'autres jeunes peuvent-ils se dire qu'on peut vivre de bout en bout sans avoir à aller gratter ailleurs de ce qu'on fait, de ce que vous faites dans votre activité? Ah, ça c'est une réponse à laquelle je vais répondre très vite et tout de suite. Je suis père de famille, marié de 5 enfants. Ah oui, ça c'est un grand oui. Ah, voilà, petit secret quand même, j'ai 4 enfants. Et 4 pour l'instant. Ok. C'est mon honte. Ah, félicitations. Merci. J'avoue que pour scolariser quand même tous ces enfants-là, pour vivre dans une maison décente, rouler des véhicules neufs et aussi embaucher près de 35 agents permanents et recevoir un prix d'excellence. Je pense qu'on vit décemment de ce qu'on fait. D'accord, ça fonctionne. Voilà. Ça fonctionne et ça fonctionne bien. Très bien. Ça fonctionne bien et ça fonctionne de mieux en mieux. Pourquoi? Parce que chaque jour, on dit chez nous, il y a le brut aussi.
Sur votre Instagram, on peut lire des termes comme indépendance olfactive, fait pour nous et par nous, ou encore d'autres termes comme adapté à un climat humide et tropical. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle symbolique vous donnez à ces différents termes? C'est vrai que ça fait plaisir de remarquer souvent des légendes, parce que c'est moi encore qui écris tout ça sur le web, sur les réseaux et tout. Et ça fait plaisir qu'on puisse remarquer, c'est que ce sont des messages qui on retient, c'est ça, exactement. Alors, je me lance dans le parfum en cause de ça. Parce que faire des parfums, tout le monde sait le faire. Même vous pouvez faire un parfum comme ça, vous pouvez le faire. J'ai réfléchi, il fallait trouver un parfum vraiment adapté pour les Africains. Quand je parle de parfum adapté pour les Africains, la chaleur. La chaleur, oui. Il y a la chaleur, mais il y a aussi le fait de pouvoir identifier les matières premières dans son parfum, c'est essentiel. C'est ce qui crée la réminiscence, au fait. Donc, on ne peut pas avoir un parfum et puis ça sent le bois de santal, ça sent du cèdre, ça sent du patchouli et tout ça. On a envie d'avoir des parfums, ça sent orange, tu vois, ça sent par exemple du vétiver, ça sent de la citronnelle, tu vois, des choses que nous, on peut sentir puis dire, ça sent la nana, tu vois, des choses qu'on reconnaît nous aussi, qui poussent chez nous par exemple. Par exemple, l'ylang-ylang, tout le monde connaît ça ici. Donc un parfum à base d'ylang-ylang, on dit, ah oui, ça sent, on avait ce table-là dans la maison, le matin, ça sentait partout dans la maison, tu vois, ça fait. Donc il y a la réminiscence, il y a ça, l'identification des matières premières. Et surtout, quand il fait vraiment chaud, ce genre de chaleur-là, par exemple, il faut des parfums qui tiennent bien, d'accord, et en même temps qui ne sont pas trop forcément entêtantes. Parce qu'on peut avoir un parfum qui tient bien, mais qui est aussi entêtant, et cela peut irriter certaines personnes. Donc, il y a ce côté-là qu'il fallait travailler. Et ensuite, on est dans une zone humide, par exemple. Ici, vous voyez, il y a longtemps qu'il ne pleut pas fortement, mais l'humidité finit toujours par ressortir. On va faire des travaux, il y a toujours ça. C'est même dans de grandes maisons, dans des grands domaines, il y a forcément l'humidité. Et ça, par exemple, c'est un problème. Et ce problème-là, il fallait le traiter par des matières premières naturelles qui ne vont pas forcément créer une certaine réaction avec des bactéries, des acariens, des micro-organismes qui se retrouvent dans l'humidité. Et c'est ce qui fait que de prime abord, des parfums, designers qui arrivent ici, dont les manufacturiers, les parfumeurs n'ont pas connaissance du terrain, ils font des parfums pour eux, nous on va prendre pour venir vendre ici. Franchement, c'est une situation qui m'a permis de pouvoir dire, bon, ok, c'est bon, on va faire quelque chose qui respecte les normes africaines, toujours en gardant l'éthique et puis surtout en s'inscrivant dans les normes de conformité de l'IFRA. D'accord, excellent. C'est une parfaite transition parce qu'on avait justement une question sur l'IFRA. Donc vos produits sont normés, on a pu le voir. Et est-ce que c'est un sujet qui vous tenait à cœur dès le départ? C'est quelque chose que vous avez voulu intégrer, parce que tout à l'heure vous avez parlé d'un premier projet pour lequel vous avez cherché le registre des commerces tout de suite. Donc est-ce que l'IFRA aussi c'est venu tout de suite? Non, l'IFRA déjà, il faut savoir que l'IFRA, c'est une entité, une sorte d'organisation internationale qui régule un peu le système, sinon le secteur d'activité. C'est-à-dire l'IFRA, c'est l'organisme qui vous protège, vous consommateurs, de tout ce que nous on produit en laboratoire comme parfum. De sorte à ce qu'on puisse détecter tout ce qui est cancérigène, tout ce qui est source de toxicité, tout ça. Une fois que l'IFRA confirme, vérifie les ingrédients, vérifie aussi que les matières premières qui ont été retirées du marché ne sont pas dans vos parfums, pour des raisons d'autres, c'est-à-dire protection de l'espèce animale, ou soit des plantes en voie de disparition. Il y a beaucoup de législations et de lois comme ça dans l'IFRA, donc qui permettent à l'IFRA de vérifier déjà
la structure de votre parfum et ensuite de le confumer. Ouais, il est bon. Celui-là, on peut le porter. Très bien. Et si vous avez cet accord, quand vous partez dans les chaînes de distribution comme Nocide, Mariono, on vous accepte facilement. Et Sephora, tout ça, Nose, machin. Quand vous arrivez, ils vous demandent ce document. Ouais. Et si vous présentez ce document ici, il faudra dire c'est bon. Ok, nous on risque rien en vendant ce parfum à nos clients. Ok. Du coup, on peut souligner que se mettre dans les normes dès le départ et toujours avoir cette vision, c'est ça très favorise de important. bons partenariats derrière, ça rassure. Sinon, après, il y a des gens qui le font, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, vous pouvez faire vos propres parfums tranquillement selon vos propres normes. Vous pouvez vendre dans votre propre boutique tranquillement sans avoir de problème. Ok. Mais si vous voulez, on dit qu'il va aller loin, ménage sa monture. Voilà. Très bien. Peut-être poser une question en termes de difficultés. C'est vrai que vous avez déjà eu à nous en parler, mais globalement, si vous regardez tout votre parcours, est-ce qu'il y a une difficulté majeure quand même qui ressort? Parce qu'on a un problème dans l'entrepreneuriat, surtout quand on est jeune. C'est-à-dire qu'on a des modèles, par exemple, qui ont 30 ans d'expérience. Et ce sont nos modèles, 30 ans d'expérience. Mais on se fie uniquement à leur réussite et à leur succès. C'est-à-dire, les 5 dernières années de leurs activités où ils ont connu un boom, une grosse visibilité, on ne voit que ça. Exactement. Adieu, wagon, grosse villa, piscine. Et puis on s'est dit, nous on n'a même pas de marché. La difficulté d'un entrepreneur pour moi aujourd'hui c'est le temps. Le temps qu'on met à patienter, la résilience qu'on prend pour accompagner ce temps. Très beau message. Donc plus on patiente et qu'on tient la route et qu'on résiste, c'est sûr qu'au bout de l'effort viendra forcément à un moment donné. 2019 à ce jour, ça fait 5 ans. 5 ans que je fais du parfum et c'est seulement l'année dernière que j'ai reçu un prix, Impact Jeune. Et cette année, j'ai reçu un prix d'excellence. Et si vous me voyez aujourd'hui à la télévision, parce que j'ai lancé ça, des parfums, j'ai compris, j'ai trouvé le filon. J'ai eu besoin de 5 ans pour savoir que les Ivoiriens n'ont rien à cirer de mes parfums d'ambiance, mes machines, ma technologie. Ils veulent tout sentir bon. Eux-mêmes d'abord. C'est comme des gens chez eux à la maison, c'est pas propre. Mais si tu vois les voitures. Peut-être notre dernière question, moi j'ai envie de demander, en termes de partenariat, c'est un sujet quand même qui est assez important et difficile à obtenir. Donc vous, en termes de partenariat, pas forcément lesquels avez-vous, peut-être celui qui est le plus marquant, et comment vous avez réussi à l'obtenir? Comment est-ce qu'on va vers la personne qui nous intéresse, avec qui on a envie de nouer quelque chose, et comment on convainc de nouer? Est-ce qu'il y a une histoire de donner des contreparties, des promesses? Comment vous avez fait? Ah oui, il y a personne qui risque aussi son emploi pour confier un projet à un incompétent. Donc je pense qu'en toute humilité, quand on se lance, il faut partir beaucoup sur des sous-traitances. Il y a des gens qui ont la possibilité de l'avoir. Il faut partir plutôt sur ces personnes-là. C'est plus facile de voir une entreprise dire j'ai tel compétent, je peux gérer vos marchés d'ici, vu que vous êtes débordés. Tu vas gagner peut-être peu, mais tu vas gagner une certaine notoriété. Ça dit une référence de plus. C'est pas parce que tu as travaillé en sous-traitance pour quelqu'un que c'est pas toi qui as réalisé. Non, c'est toi qui as réalisé. Donc tu pourras mettre dans tes présentations de produits que j'ai fait tel marché sous la coupole par exemple de telle entreprise. Donc petit à petit comme ça, on arrive souvent à nouer des partenariats. Et puis il ne faut pas cracher sur les plus petits des contrats ou des partenariats. En général, c'est sur les petits contrats les gens vous font confiance. Ouais, exactement. Je dis bon, écoute, par exemple, moi je parfume l'hôtel Radisson. L'hôtel Radisson, c'est 5 étoiles quoi. Voilà. Donc ça fait 3 ans que je le démarche. Je suis en train d'écrire un truc, monsieur. 3 ans je le démarche durant. On change le directeur seulement. Moi, mon projet ne passe jamais. Mais je fais tout. Mais imaginez-vous que
j'ai peut-être l'opportunité de travailler dans l'appartement du directeur. Parce que quand ils viennent, ils n'ont pas de maison ici. Ils sont peut-être dans des appartements, des trucs comme ça. Et imaginez-vous que là-bas, je fasse une intervention et que lui, il est convaincu du résultat. J'arrive, je vais présenter mon dossier, il me voit. Mais on s'est dit, mais le gars là, il est bon. Il n'y a pas besoin de présentation. On regarde les entrepreneurs aujourd'hui, ils vont à l'église. Ils ne parlent jamais de leur projet là-bas. Ils tombent en transe à l'église. Ils vont à la mosquée, ils ne parlent jamais. Mais est-ce que vous savez que le meilleur endroit pour un jeune de pouvoir exposer son projet à des personnalités, c'est à l'église? Là-bas, tout le monde est égal. Oui, c'est vrai. Je vais commencer à arrêter les gens dans l'église. Là-bas, les gens ont la crainte de Dieu. Les gens sont dans l'environnement, le Saint-Esprit est. Donc, il n'y a personne qui veut parler mal à son camarade. Tout le monde est humble. Le ministre, il est assis, il fait son culte. Toi aussi, tu fais ton culte. Non, mais je pense qu'en fait, ce qu'il dit, c'est super intéressant, c'est que avoir une vision globale, des fois on a tendance à négliger les relations humaines et même, tu rencontres quelqu'un, tu peux lui parler de ton projet, on pense souvent qu'il y a un cadre. Il y a un cadre spécifique. Oui, il y a un cadre spécifique à l'entrepreneuriat et en dehors, je suis plus trop entrepreneur, je suis plus trop en recherche de marché. Mais c'est vrai que, par exemple, pour les parents, c'est très futé d'aller chercher plutôt le lieu de vie du directeur, le convaincre là-bas et ensuite pour qu'il puisse lui-même être ambassadeur du produit, mais je note pour l'église. Il faut en parler partout. Il faut regarder les petites entreprises, il faut les démarcher. Qui sait, cette petite entreprise peut devenir une grande entreprise. Alors, j'ai un petit dernier conseil à donner dans le même élan, dans cette même rubrique-là. C'est que aujourd'hui on priorise la fête, surtout quand on est jeune. Là où on a encore la force, on a encore toute l'énergie, nous on priorise la fête. Alors la fête, ça a 50 ans, ça a 45 ans, sur son bateau à Monaco, dans des vrais coins, avec des vrais pétards. Mais nous on priorise tout de suite